France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe. Alors, qui veut investir dans l'Union européenne? Eh bien, notre invité de la semaine. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI pour recevoir cette grande invitée. Il s'agit de Nadia Calviño. Bonjour. Je rappelle que vous étiez depuis 2018 ministre de l'économie du gouvernement Sanchez, puis première vice-présidente de ce gouvernement socialiste. Et au 1er janvier dernier, après un match très disputé, vous avez succédé à Werner Hoyer aux commandes de la Banque européenne d'investissement. Vous êtes la première femme d'ailleurs à accéder à la présidence de cette grande banque de l'UE. Elle est dotée d'un capital de 248 milliards d'euros et elle a investi depuis sa création, c'était en 58, 1000 milliards d'euros dans notre économie européenne. L'an dernier, 87 milliards. La Banque européenne d'investissement s'était jadis plutôt missionnée sur les grands travaux et finance aujourd'hui le capital risque, prête au public, au privé, au service de l'écologie, des technologies du futur. C'est une institution qui est en train de devenir centrale, finalement, Nadia Calviño, des politiques européennes. Oui, tout à fait. La Banque européenne d'investissement est le bras financier de l'Union. Et on est le banque multilatérale le plus grand du monde, en fait. Et on fait des investissements qui sont clés pour l'avenir de l'Europe dans l'Europe et en dehors de l'Europe, parce qu'on investit aussi environ 8 milliards d'euros en dehors de l'Europe. Plusieurs capitales estiment que la gestion de votre prédécesseur à la BEI, l'allemand Werner Hoyer, était un peu trop prudente, en particulier pour de nouveaux territoires comme l'industrie de la défense avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qu'il faut explorer de nouveaux territoires ? Oui, d'abord, en ce qui concerne le risque, il faut avoir une gestion prudente, évidemment, parce que la triple A de notre bilan et notre grand bilan et le portefeuille d'investissement de haute qualité est vraiment ce qui nous permet de donner des crédits à bonnes conditions à nos clients. Et c'est pourquoi il faut toujours préserver cette force financière. Mais c'est vrai que la BEI doit contribuer aux politiques de l'Union et les nécessités dont on a besoin en ce moment pour faire de la double transition verte et digitale un succès européen. Alors, votre banque d'investissement, effectivement, elle a annoncé le 8 mai qu'elle modifiait ses règles strictes relatives au financement de la sécurité et de la défense en renonçant aux restrictions concernant les biens à double usage civil et militaire. C'est un tout petit pas en avant quand même ? C'est un grand pas en avant, en fait, parce que jusqu'à maintenant, on est financé de double usage que quand il avait plus de 50% de revenus du côté civil. En enlevant cette restriction, on pourra contribuer à soutenir l'industrie européenne de la sécurité et de la défense. Je pense qu'on est tous, malheureusement, on est devenus très conscients qu'il fallait renforcer l'industrie européenne et la BEI doit y contribuer, évidemment. Parce que finalement, les ministres des Finances de l'Union européenne qui siègent à votre conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement ont décidé aussi de faciliter l'accès pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la sécurité et de la défense. Les PME, c'est important. Tout à fait. Notre plan d'action est axé sur deux côtés. D'abord, l'élargissement de la définition de double usage, comme vous venez d'évoquer, et deuxièmement, d'ouvrir nos programmes pour les PME aussi pour les petites et moyennes entreprises qui sont actives dans le domaine de l'industrie, de la sécurité et de la défense en Europe. Et qui fournissent pas mal d'emplois en Europe. Tout à fait. Ce sont des joueurs majeurs, mais aussi très innovateurs, parce qu'il faut soutenir toutes les nouvelles technologies, que ce soit dans l'espace, les drones, le digital, et tout ce qui sont les nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité et de la défense, où il y a des entreprises, des petites entreprises innovatrices, des start-up qu'il faut soutenir aussi. Mais est-ce qu'en tant que nouvelle présidente de la Banque européenne d'investissement, vous êtes favorable à la production de plus de munitions en Europe et pour que vous puissiez la soutenir, puisque c'est ce que les Ukrainiens demandent en priorité ?
Non, on est en train de financer la sécurité de la défense depuis 8 ans et on a alloué 6 milliards d'euros pour réinvestir dans un programme dédié à l'industrie de la sécurité et de la défense. Et dans les domaines de double usage, on peut vraiment couvrir la plupart des investissements que les États membres nous demandent, que ce soit le contrôle de frontières, la mobilité du matériel militaire, les drones, toutes les infrastructures. Mais pas les munitions encore, soyons clairs. Et nous sommes en train de nous aligner avec les autres institutions financières là-dessus et contribuer vraiment là où il y a une valeur ajoutée d'une banque d'investissement, comme c'est le cas de la Banque européenne d'investissement, bien sûr. Alors, vous êtes aussi partie prenante dans la reconstruction de l'Ukraine à la Banque européenne d'investissement, 2 milliards d'euros pour l'Ukraine, une expertise technique aussi. Ça veut dire quoi d'abord, cette expertise technique? Et est-ce que l'Union européenne sera au rendez-vous de la reconstruction de ce grand pays? En ce moment, nous sommes les partenaires les plus importants de l'Ukraine en ce qui concerne les investissements. Je viens de signer un accord avec le Premier ministre Shmyhal et j'espère en juin, on va signer déjà des projets concrets pour aider maintenant à la résilience, la force de l'économie ukrainienne et j'espère que bientôt aussi la reconstruction du pays une fois que la guerre sera terminée. Et ça veut dire que nous sommes en train de financer des grandes infrastructures énergétiques, de transport, aussi la reconstruction des bâtiments des services publics municipaux du genre les écoles, les hôpitaux, la récupération des bâtiments qui ont été, les maisons qui ont été détruites, et aussi soutenir le secteur privé. Je pense qu'on est en train de jouer un rôle important et on le jouera d'autant plus une fois que la guerre sera terminée. Alors, côté américain, on parle justement de cette concurrence, d'un grand plan d'investissement de l'administration Biden, l'Inflation Reduction Act, subvention à la transition énergétique massive. Et l'Union européenne a d'ailleurs vu certains grands groupes quitter son territoire avec un poids dans les exportations mondiales qui a chuté. Il était, il y a 5 ans, de 16%, aujourd'hui à peine de 13,7%, tandis que les grands groupes chinois bénéficient eux aussi de subventions de Pékin. Est-ce qu'on n'est pas en train de constater un décrochage de l'Union européenne par rapport finalement à ces grands acteurs que sont les États-Unis et la Chine, et comment finalement rattraper? L'Union européenne est vraiment une puissance mondiale de premier ordre dans les domaines des nouvelles technologies. Par exemple, dans les domaines des technologies vertes, de la santé. Il faut préserver cette leadership. C'est parce que c'est vraiment là qu'on doit construire la compétitivité, la productivité et le bien-être des citoyens dans l'avenir. Il faut faire de la transition verte un succès européen et que ça soit accessible pour les entreprises, pour les citoyens. Il faut soutenir les secteurs les plus affectés, par exemple l'agriculture. Et là, la BEI s'est consolidée comme la banque du climat, précisément parce que nous sommes en train d'investir dans les technologies disruptives pour que les industries restent en Europe, mais aussi soutenir les PME, les secteurs les plus affectés pour qu'ils puissent faire la transition et que ça soit win-win, que ça soit gagnant, que ça soit aussi profitable d'un point de vue de leur business. Et je pense que nous sommes en train, de ce côté-là, avec ça, et la France en bénéficie pas mal, hein, et de soutenir la compétitivité de l'Europe, mais aussi les projets qui sont très proches du citoyen. Puisque vous parlez de la France, justement, si on regarde les chiffres, 12,2 milliards pour la France en 2023, c'est la place au second rang des bénéficiaires de la Banque européenne d'investissement et de ses prêts après l'Italie. La deuxième économie d'Europe a vraiment besoin de ce financement européen pour être compétitive? Ah oui, certainement, parce qu'on a besoin de l'investissement public pour pouvoir prendre des risques que les investisseurs privés ne prennent pas et mobiliser l'investissement privé. Et c'est là où la Banque européenne d'investissement a un rôle majeur en Europe. On de-risk, on enlève le risque de projet pour que les investisseurs privés y entrent. Et on montre aussi, on donne un cachet qui dit ça c'est un bon projet et ça mobilise aussi l'investissement. Et en France, on est en train d'investir dans des projets risqués mais aussi très innovateurs, que ce soit les semi-conducteurs, par exemple, à Crolles, très près de Grenoble, que ce soit aussi les usines pour les batteries automobiles.
à Dunkerque et Douai, par exemple, mais aussi des projets qui sont très proches de la citoyenneté et dont on bénéficie au quotidien, que ce soit les écoles, les hôpitaux, l'hôpital de Nantes ou les transports publics à Nice, à Tours, à Strasbourg. Donc, ce sont des projets qui sont sur le terrain et qui bénéficient et qui font que la France soit un pays... c'est l'un des pays du monde où, le meilleur pour vivre. J'allais dire le premier, mais étant espagnol, vous voyez, je dois faire attention. Vous êtes partagé, l'un des pays les meilleurs pour vivre, sans doute. Madame Calvino, ces dernières années, les priorités étaient de se positionner comme banque du climat. Et d'ailleurs, en 2023, la BEI a consacré 49 milliards d'euros sur un total de 88 à la finance verte. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on joue vraiment le jeu jusqu'au bout? Est-ce que c'est vraiment des projets verts ou on a juste verdi la surface, on a tout repeint en vert pour se dire, ah ben c'est bien, on fait du vert? Non, non, pas du tout. Dans notre cas, on a vraiment un niveau d'exigence très élevé. Et on parle, comme je venais de dire, des nouvelles technologies. On a financé l'usine le plus large en Europe pour fabriquer les panneaux solaires, par exemple, en Italie, ou une usine de batteries circulaires. C'est l'usine la plus importante en dehors de l'Asie, en Suède. Pour ne pas parler des projets ici en France, éoliennes, solaires. On est en train d'investir vraiment dans les technologies de l'avenir et garantir qu'on peut avoir une transition climatique qui aille au bénéfice des citoyens, des entreprises. Je pense que pour l'Europe, c'est vraiment nécessaire d'accélérer la transition verte parce que ça veut dire aussi notre autonomie stratégique. On a découvert qu'on ne peut pas dépendre des autres quand il s'agit des énergies le plus propres et les plus bon marché possible. Et c'est là qu'on doit investir. Alors j'ai envie de vous demander... puisque vous êtes espagnol et vous avez longtemps été ministre de l'économie, l'Espagne a réussi à se hisser en 2022 parmi les économies plus dynamiques de la zone euro, avec 5% de croissance l'an dernier, une inflation assez faible aussi. Il paraît que vous y êtes pour quelque chose, on dit certains, qui vous ont d'ailleurs élu à cette banque en pensant que la méthode que vous avez employée en Espagne était très originale. Ça consistait en quoi? Dites-nous son secret. Non, je pense qu'on a beaucoup bénéficié de la solidarité européenne, en fait. Parce qu'on a beaucoup souffert la pandémie, mais la solidarité européenne a créé ces plans massifs d'investissement et réformes. On a été assez ambitieux en Espagne, on a fait des réformes structurelles transformatrices, on a fait des investissements, on a lancé des investissements dans les domaines de l'avenir, et c'est ça l'énergie qui est en train maintenant de mobiliser l'économie espagnole et créer de l'emploi, ce qui était les défis les plus importants jusqu'à maintenant, et c'est la force, je pense, en ce moment, et c'est bien d'avoir plusieurs moteurs pour l'Europe. En ce moment, je suis heureuse que l'Espagne soit l'un des moteurs de l'Europe, mais la France aussi. Parlons élections européennes en Espagne. La situation est particulière avec un gouvernement minoritaire soutenu par des indépendantistes catalans, indépendantistes qui d'ailleurs viennent de perdre des plumes dans des élections régionales en Catalogne. Comment vous la voyez, cette situation pour l'Espagne et puis après pour le reste de l'Europe ? Bon, en général, je ne peux pas commenter la situation politique nationale, évidemment, mais je pense que c'est une bonne nouvelle que les mouvements nationalistes qui sont moins pro-européens continuent à avoir la majorité dans une région si importante comme la Catalogne, aussi pour la France. Et en général, je pense que ces élections sont très importantes parce que les citoyens, parfois, peut-être ne sont pas conscients de ce que l'Europe fait pour eux, au quotidien, mais je pense que la BEI est un bon exemple parce que nous sommes en train d'investir pour donner aux jeunes Européens un avenir plus prometteur, plus d'opportunités. Mais on doit le faire ensemble. Aucun pays, même la France ou l'Allemagne, qui sont de grands pays, ne peuvent pas faire face aux défis actuels tout seuls. L'union nous fait plus forts. Et il faut vraiment continuer à construire une Union européenne qui nous permet d'avoir une meilleure confiance pour faire face aux grands défis. Alors Nadia Calvino, vous êtes fait remarquer en mai 2022 en refusant d'être prise en photo aux côtés de plusieurs chefs d'entreprise lors d'un forum économique de Madrid, après avoir réalisé que vous n'étiez entouré que d'hommes. Le manque de parité dans les cercles de pouvoir est l'un de vos combats en Europe. Est-ce que vous pensez que 2024 aussi, nouvelle commission, nouveau Parlement,
changement de toutes les institutions. Est-ce que l'Europe est assez paritaire à votre goût? On a avancé pas mal. Ces dernières décennies ont vu le changement de notre société. Et je pense que le rôle de la femme, que ce soit dans les médias, dans la politique, dans les entreprises, je pense que ça a été une force de progrès pour l'Europe. Et je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique-là. Et j'espère bien que la prochaine commission, le prochain Parlement sera le plus paritaire possible. À tout état de cause, mon expérience, c'est que les groupes et les systèmes, les entreprises, aussi les institutions qui sont paritaires, sont plus efficaces, ont de meilleurs résultats et c'est meilleur aussi pour les citoyens. Quel est votre bilan pour la dernière mandature, les 5 dernières années de l'Union européenne? Est-ce qu'elles ont fait progresser l'Europe et quels sont les défis qui nous attendent dans les 5 prochaines années, selon vous? Bon, en ce moment, c'est évident que la géopolitique marque notre jour et aussi l'avenir le plus proche. On est resté unis jusqu'à maintenant. On a répondu à la pandémie et à la guerre en Ukraine de façon unie, déterminée. Et je pense que c'est le secret de notre succès. Il faut continuer dans la même ligne pour l'avenir. Mais là, la pression géopolitique ne doit pas nous faire oublier les autres défis qui sont plus structurels, le changement climatique, le changement, la transition digitale. Et il faut là-dessus aussi ne pas perdre la boussole et continuer à protéger. Mais elle est très débattue dans ces élections européennes. Le pacte vert est mis en cause. Il y a vraiment un débat très, très virulent sur justement l'écologie versus l'économie. Non, mais c'est là où je vous disais, pour moi, c'est évident que l'Europe a tout intérêt à garder le leadership parce qu'il y a une concurrence technologique qui est en train, une course technologique qui est en train de se produire à niveau mondial. Et il faut que l'Europe garde les technologies les plus avancées et aussi les plus efficaces. Et aussi qu'on réduise notre dépendance des pays qui produisent les énergies fossiles qui, franchement, ne sont pas toujours des démocraties comme les nôtres, non? Et aussi, si vous me permettez, je pense que ces élections doivent être marquées aussi pour la protection de nos valeurs, parce que l'Europe a été un phare de liberté, paix, protection des minorités, aussi de respect pour les autres qui ne pensent pas comme nous. Et tout ça doit être protégé parce que ce rôle de l'Europe dans le monde doit continuer à être positif, une force pour le bien-être, le progrès dans le monde. Nadia Calviño, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité continue.